Quel bilan, monsieur le ministre, là, qu'est-ce que vous avez constaté D'abord avec Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, notre venue, c'est d'abord l'occasion de venir saluer la chaîne de solidarité et de secours qui s'est mise en place depuis vendredi soir, à la fois dans le département Charente-Maritime et dans ce département des Deux-Sèvres. Ensuite, c'est de saluer l'élan de solidarité, au-delà du bon fonctionnement des services de pompiers, de gendarmes, la façon dont les populations se sont spontanément serrées les coudes. Saluer les maires. Vous savez, parfois on a des discours sur le fait que nous aurions trop de communes, trop de conseillers municipaux. Dans des moments comme cela, on mesure l'intérêt qu'il y a à avoir une maille communale serrée, avec des quantités d'élus qui au quotidien, de manière bénévole, accompagnent la population, comme ça a été le cas ici à Mauzé, à Arcey ou à Saint-Hilaire-la-Palud pour citer ces deux. Ensuite, notre venue, elle est dans un autre cadre, à l'appel des parlementaires, de la préfète, de la présidente du département. C'est pour venir prendre des engagements pour la suite. C'est pour venir dire que l'État sera là, qu'au-delà de ces solidarités de premières heures, nous allons mobiliser, comme la Première ministre l'a annoncé dès samedi, des moyens pour assurer le relogement d'urgence de ceux qui en ont besoin. Toutes les maisons qui ont des fissures font l'objet d'évaluation par des experts des services d'incendie et de secours pour les gens qui sont classés dans des maisons qui sont noires ou rouges. À partir de ce moment-là, ça ouvre le droit des procédures de relogement, le temps que les expertises soient consolidées, le temps que les travaux puissent être conduits. Et c'est à la fois le déploiement de ce fonds de relogement d'urgence que nous sommes venus indiquer, et puis l'assurance que, au-delà de l'émotion, on sera là dans les semaines et les mois qui viennent, aux côtés des collectivités qui ont été touchées dans leur chair et aux côtés des habitants qui sont en attente de réponses de la part de leurs assurances et pour lesquels il y a besoin de cette reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est une première étape, mais qu'elles soient ensuite suivies d'une deuxième étape dans les prochaines semaines quand on aura pu remonter tout ça. Ce que je peux vous dire en termes de bilan, après avoir fait un bout de, non pas complet, mais à la fois un tour à la Laigne ce matin en faisant le pont en Charente-Maritime et ici à Mauzé pour les Deux-Sèvres, c'est qu'on a environ 250 habitations qui sont classées en noir ou en rouge sur ces deux territoires. Ce qui fait sans doute un peu moins de 500 personnes qui, un titre ou un autre, pourraient être concernées par des procédures. J'attire votre attention sur le fait que ça n'est pas un bilan définitif, puisqu'il y a encore des opérations de contrôle qui sont en cours, que peut-être que dans les semaines qui viennent, des contre-expertises nous permettront de baisser une partie de ces chiffres. Mais pour le moment, c'est bien sur ces 250 maisons classées noir ou rouge, ou bâtiments classés noir ou rouge, et sur ces 500 personnes maximum que nos efforts se portent. Quelle solution concrètement, alors qu'on nous disait qu'il y avait une crise du logement ici, qu'il manquait de logement, quelle solution l'État va apporter concrètement? Toute une palette. Il y a à la fois la manière dont les collectivités sont en train de s'engager, en regardant pour les logements de fonction dans les collèges, en regardant les internats à l'approche de l'été, en regardant dans le parc parfois communal, départemental ou régional. Il y a ensuite, Olivier Klein l'a évoqué ce matin, la possibilité de regarder aussi pour des mobil-homes, parce qu'on a parfois des terrains avec des gens qui souhaitent ne pas être trop loin de leur maison, et c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas dormir sous leur toit qu'ils n'ont pas envie de pouvoir être sur leur propriété. Donc ça nous semble faire partie des solutions qui sont à mettre en avant de manière prioritaire. En fait, ça va vraiment dépendre des durées d'indisponibilité. C'est un suivi très fin, dans lequel on n'a pas affaire à des numéros. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des histoires personnelles, des solidarités familiales parfois inexistantes, des solidarités de proximité qui peuvent être là. Et donc, on va faire du sur-mesure. 250, c'est combien en Deux-Sèvres précisément? C'est 50 en Deux-Sèvres et c'est environ 200 en Charente-Maritime. À la minute où je vous parle, je ne prétends pas que le bilan soit définitif, mais ce sont les ordres de grandeur. Concrètement, ce fonds d'aide au relogement d'urgence, comment il fonctionne, sur quelle durée, monsieur le ministre du Logement? Alors c'est une aide aux collectivités locales qui vont prendre en charge à la fois la sécurisation des maisons, le relogement, donc ça peut durer jusqu'à 6 mois. Et c'est un travail que l'on va mener avec les deux préfectures pour mettre en œuvre ce fonds dans les semaines qui viennent en fonction des situations, comme l'a rappelé monsieur le ministre. Chaque situation est différente, il y a la partie prise en charge des assurances et c'est un travail qu'on doit mener avec les assurances dans le cadre de la catastrophe naturelle mais plus globalement. Et puis accompagner les collectivités parce qu'il y a aussi des frais pour ces collectivités qui peuvent être importants et c'est important qu'on soit aux côtés à la fois des citoyens et des collectivités locales qui sont touchées par ce drame. La question de répondre rapidement, c'est important. Bah oui, là il y a des situations qui sont d'extrême urgence, il y a des gens qui sont à la rue si j'ose dire. Heureusement qu'il y a cette solidarité qui s'est mise en place avec les collectivités locales, avec la préfecture, avec le réseau des amis, mais
on ne peut pas dormir dans sa voiture ou à la rue quand on a des familles, quand on a des enfants. Et on l'a vu, hein, des gymnases ont été mis à disposition, ils n'ont pas été utilisés parce que les gens ont pu s'organiser à travers ce réseau de solidarité. Mais pour certaines maisons, ça risque de durer longtemps et donc ces solutions provisoires ne seront peut-être pas à même de durer suffisamment longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est notre rôle à tous les deux, d'être aux côtés des préfets, des collectivités locales pour accompagner les populations à trouver des solutions plus pérennes si ça devait être nécessaire. Ce fonds d'aide, il peut être débloqué à partir de quand exactement? Parce que souvent les assurances prennent les premiers jours en charge des nuits d'hôtel. Et là, c'est un travail qui doit se mener avec les collectivités locales, avec les services de la préfecture. Et puis le fonds d'aide, il vient rembourser normalement les collectivités locales a posteriori. Mais j'ai demandé ce matin à mes services de regarder si ça pouvait être a priori pour ne pas mettre les collectivités locales en difficulté. On va juste terminer en vous disant qu'au-delà de ces réponses, et je veux vraiment terminer là-dessus, on est aussi venu pour apporter un coup de chapeau à tous ceux qui, de manière anonyme et dans l'ombre, ont fait en sorte de construire cette chaîne de solidarité. Souvent dans notre pays, on parle plus de ce qui ne va pas bien, des polémiques, je le comprends, mais quand on a un élan de solidarité comme celui qu'on a constaté vendredi, avec un séisme qui, je vous le rappelle, était de près de 6 sur l'échelle de Richter, il y a 2-3 trucs dont on peut être fier. D'abord le fait d'avoir un bilan humain quasi inexistant, parce que ça montre qu'une partie parfois des normes, des référentiels qui ont été mis en place, et qui sont critiqués en expliquant que ça conduit à des renchérissements de coûts, ils ne servent pas à rien. Ensuite, ce qu'on définit parfois comme étant un millefeuille, une superposition de moyens, ça s'est remarquablement déployé sous l'autorité de la préfète des Deux-Sèvres, dont je veux saluer à la fois le professionnalisme et le leadership sur la capacité à faire en sorte que tout ça fonctionne, avec des collectivités qui ont été extrêmement complémentaires les uns des autres. La région, le département, la communauté d'agglo de Niort, les villes proprement dit, et puis les anonymes, qui aux côtés des pompiers et des gendarmes, tout le monde a pris sa place et son rôle. Et des moments comme cela, je pense que ça doit aussi nous servir de leçon sur ce qu'on est capable de faire face à des événements comme celui-là, et respect et remerciements appuyés à toutes celles et tous ceux qui ont rendu ça possible. Est-ce que les dégâts ont été chiffrés? Pas encore. Un peu Pas encore, monsieur. Y compris parce que pour que des dégâts soient chiffrés, il faudra qu'on ait le bilan définitif, du noir, du rouge, mais aussi du jaune, parfois du vert, c'est-à-dire de fissures qui, sans obliger les gens à déménager, se traduit néanmoins par des besoins de travaux. Ensuite, parce que tout n'est pas qu'une affaire de relogement. Je pense à l'église de la Laïque que j'ai vue ce matin, je pense à celle de Saint-Hilaire-la-Palue où on va aller tout à l'heure, je pense à des écoles qui ont parfois été fissurées, à des bâtiments publics sur lesquels il y aura des coûts qui ne rentrent pas dans les mêmes logiques. Et donc ce chiffrage, il interviendra, mais il va falloir quelques semaines pour qu'il soit consolidé. Merci beaucoup. Merci.